Bonjour Laura, Bonjour, comment vas-tu? très bien et toi? Merci, très bien. Donc, je vais te laisser te présenter en quelques petits mots pour m'en dire un petit peu plus sur toi. Alors, je suis anthropologue, j'ai 33 ans, voilà. D'accord, ok. Donc, comme tu viens de me dire, tu es anthropologue et tu t'es intéressée dans la poursuite de ton doctorat à un monde qui est très très particulier. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce monde? Donc moi je me suis intéressée à ce qu'on appelle le monde afro ou le milieu afro. Plus précisément, je me suis intéressée aux danseurs en particulier, et puis un petit peu à toutes les personnes qui essayent d'être quelqu'un dans ce milieu-là, dans cette scène musicale et de danse. Voilà, donc ça fait une bonne dizaine d'années que je m'y intéresse, et voilà. D'accord. Donc, on va revenir un peu sur ton parcours académique qui est plutôt impressionnant, voire très impressionnant. Tu pourrais m'en dire juste un peu plus, peut-être ton doctorat, ton master, ce que tu as fait plus précisément, et surtout comment tu as été amenée à choisir l'anthropologie comme voie. Donc moi j'ai commencé mes études en Angleterre, donc j'ai fait mon bachelor en anthropologie à l'université University College à Londres. Donc ça c'était pour mon bachelor. Ensuite je suis venue en France et j'ai fait mon master ici à l'EPHE. L'école pratique des hautes études, toujours en anthropologie, et puis je me suis engagée donc dans le doctorat que je fais depuis un certain nombre d'années, tout en travaillant à côté. J'ai choisi l'anthropologie, je pense, parce que bon, je me suis toujours intéressée aux différentes cultures, et l'anthropologie c'est la science qui s'intéresse en fait aux similitudes et aux différences entre populations humaines, entre les sociétés, entre les cultures. J'ai choisi ça parce que je pense que depuis toujours, je me suis intéressée voilà, à différentes cultures, et souvent par le biais de la musique et de la danse. Donc quand j'étais toute petite, j'étais fascinée pendant un certain temps par les Indiens en Amérique. Bon, j'étais toute petite parce que j'y ai habité pendant 2 ans, et je sais que voilà, c'était une fascination que j'avais à l'époque. Je me suis intéressée aussi à l'Espagne par le biais du flamenco. J'ai fait 4 ans de flamenco, et voilà. Donc il y a des choses comme ça en fait. Souvent je me suis intéressée à différentes cultures, et du coup quand il a fallu choisir des études, l'anthropologie c'était un peu comme une évidence quoi. Et j'ai jamais regretté. Donc, tu as toujours su que tu allais faire de l'anthropologie, des recherches là-dessus, des études? Pas spécialement, parce que je savais pas que ça existait quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, je voulais être archéologue parce que je passais beaucoup de temps dans les musées, et j'avais une autre de mes fascinations, c'était l'Égypte antique, la Grèce antique, la Rome antique. Et je m'intéressais, voilà, je voulais faire des fouilles, voilà. Et en anthropologie, disons que c'est une discipline voisine. Et il y a aussi certaines formes d'anthropologie où on fait également des fouilles, etc. Du coup, c'est un peu par ce biais-là que je m'y suis intéressée. D'accord, ok. Donc on va en revenir à ton doctorat. Donc le sujet de ta thèse, c'est forme de sociabilité et jeu de soi chez les jeunes amateurs de danse urbaine. En effet, tu t'intéresses à l'investissement de jeunes Français, souvent issus de minorités, dans un milieu d'interconnaissance organisé autour de la musique, de la danse africaine, caribéenne et afro-américaine, et plus particulièrement dans son économie de prestige. Alors, pourquoi avoir choisi le milieu si spécifique de la danse afro par rapport à ton cursus? Disons que j'en suis venue là parce que bon, depuis l'adolescence déjà, c'est un type de milieu que je fréquente déjà par ailleurs. Après, j'ai pas grandi en France, j'ai grandi en Belgique, où on a beaucoup de personnes d'origine africaine, et notamment congolaises. Donc disons que ça fait depuis assez longtemps que
on va dire, j'ai une familiarité avec, certains milieux africains et notamment congolais, du fait d'avoir grandi en Belgique. Je me suis intéressée d'abord à l'adolescence au hip-hop en fait, avant de m'intéresser. Mais par le hip-hop, j'ai rencontré, bon voilà, j'ai fait des rencontres. Enfin, les autres jeunes qui s'intéressaient aux mêmes musiques que moi, bon, il arrivait que ce soit des gens d'origine africaine. Et j'ai commencé un peu par ce biais-là, voilà, fréquenter ces milieux-là. Après, à Paris, en fait, j'ai commencé mes recherches plutôt sur les boîtes de nuit, parce que c'est un domaine, enfin c'est un objet qui n'a jamais vraiment été étudié, en tout cas pas les boîtes de nuit afro-caribéennes, ni toutes les scènes de danse et de musique afro-caribéenne en France, ça n'a pas vraiment été beaucoup étudié. Ça a été beaucoup étudié en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais pas vraiment en France. Voilà. Donc voilà. Donc je me suis intéressée à ça parce que justement il y avait un intérêt personnel de ma part. Et aussi parce que c'était un sujet qui justement n'a pas vraiment été abordé en fait avant. D'accord. Ok. Donc dans le cadre justement de ta thèse, comment as-tu mené les études relatives, enfin les études en fait relatives à cette thèse? Comment tu les as menées? Comment tu t'es organisée au final? Donc comme j'ai dit au début, j'ai commencé par les boîtes. Donc étant donné que je venais d'arriver en France donc il y a 13 ans, on va dire en anthropologie, une de nos méthodes de recherche principales, c'est l'observation participante. Donc l'observation participante, c'est quoi? C'est qu'on observe tout en participant. Et ça consiste en gros en une immersion dans un milieu qui nous intéresse. Chez soi, on prend des notes à chaque fois, tous les jours, sur tout ce qui se passe, tout ce qu'on a vécu, etc. On développe des relations privilégiées avec certaines personnes qui, du coup, peuvent, quelque part, ou avec lesquelles on peut avoir des discussions plus approfondies, qui ne sont pas forcément des entretiens, mais qui sont des personnes ressources qui vont nous aider à comprendre finalement ce qui se passe. Et une de ces personnes, pour moi, est une personne que vous connaissez, qui s'appelle Afouz, qui m'a beaucoup aidée. Puis j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes dans mon parcours, notamment Jessie Matador, que je connaissais, que je fréquentais à l'époque et qui a fait une ascension qui était intéressante, mais où j'ai pu suivre son parcours en fait depuis le début. Et c'est des personnes quelque part que j'ai rencontrées dans mon parcours et qui ont été des personnes ressources pour moi. Et donc l'observation participante, c'est vraiment une des méthodes les plus importantes. Après, on fait des entretiens également qu'on va enregistrer. Et ça, j'en ai fait un petit peu au début de mes recherches. Mais ceux qui m'ont le plus servi, c'est les entretiens que j'ai fait plutôt vers la fin de ma recherche. C'est-à-dire quand j'avais vraiment déjà saisi un petit peu voilà, le fonctionnement de ce milieu-là. Et voilà. D'accord. Donc c'est vrai que pour pouvoir justement étudier une cible qui est si dynamique, qui est ancrée dans la réalité, donc c'était la meilleure méthode que tu viens de nous expliquer. Et qu'est-ce que tu as identifié comme particularité, schéma dans ce milieu de la danse afro-caribéenne? Donc en fait, le sujet qui m'intéressait, vraiment plus précisément, c'était, comme tu l'as dit, l'économie de prestige. Alors qu'est-ce qu'on entend par ça? En fait, ce qui m'a intéressé, c'était un peu de regarder comment on devient quelqu'un dans ce milieu-là. Donc comment on se construit, comment on joue son statut. On joue son statut, à la fois comment on le met en jeu. C'est-à-dire que voilà, il y a les risques de perdre son prestige ou voilà, d'atteinte à notre réputation et des choses comme ça. Donc comment on joue son statut, donc comment on le met en jeu et aussi comment on le met en scène. C'est-à-dire comment on montre, comment on démontre qui on est en fait dans ce milieu-là par différentes. C'est pour ça que dans le titre de ma thèse, il y a les jeux de soi, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se met également en scène, comment on performe qui on est. Et l'importance qu'on peut avoir vis-à-vis d'autres dans ce milieu-là. Du coup, étant donné que je m'intéressais à ça,
Je pense que comme dans tout milieu artistique, il y a toujours un équilibre que les personnes qui veulent faire une carrière là-dedans, il y a un équilibre qu'ils doivent trouver entre, d'un côté, le talent qu'ils vont avoir, et d'un autre côté, quelque part, leur personnalité qui va aussi jouer dans le fait qu'ils deviennent quelqu'un de réputé ou pas. C'est-à-dire ça va aller avec des choses comme le charisme ou un peu une dimension un peu de séduction, un petit peu, parce qu'en tant qu'artiste, on doit un peu séduire son public. Oui. Et donc en fait cet équilibre, c'est dans tous les milieux, tous les milieux artistiques, c'est quelque chose, on cherche à avoir seulement du talent, ça suffit pas, et être seulement une personnalité charismatique, ça suffit pas non plus. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux. Il y a ça, et puis comme dans toute carrière d'artiste, il y a souvent un décalage entre d'où on vient et qui on veut devenir. C'est-à-dire d'où on vient et où on va, il y a souvent un grand décalage. Et c'est encore plus le cas, j'ai envie de dire, pour des artistes qui vont venir de milieux plus modestes. Là, en fait, le décalage va être encore plus grand. Et donc, la particularité un peu de ce milieu, c'est que c'est un milieu dans lequel, pour des raisons qui dépassent le milieu lui-même, c'est-à-dire que en France, pour être signé dans une maison de disques, pour avoir accès à certains médias, pour avoir une visibilité en dehors, on va dire, d'une audience qui se limiterait, on va dire, à la jeunesse noire de France, disons que c'est assez difficile. C'est assez difficile encore aujourd'hui. Et du coup, quelque part, les possibilités de réellement réussir à la manière, par exemple, de Jesse Matador, qui a été signé, etc., qui a été signé, qui peut dire qu'il a envie de ça, c'est laborieux. Du coup, il y a beaucoup de personnes, en fait, dans ce milieu-là, qui ont une grande renommée, qui sont des personnes, qui sont des figures de prestige dans ce milieu-là, mais qui, par ailleurs, vivent une vie tout à fait normale, sans strass et paillettes, et vont au boulot tous les jours. Et du coup, c'est un petit peu cette particularité-là que moi j'ai relevé, c'est-à-dire que c'est un milieu où on peut devenir quelqu'un de très important, et en fin de compte, si on va regarder derrière le personnage de l'artiste, on voit des personnes qui en fait ont un boulot lambda, et voilà, il n'y a pas de strass et pas de paillettes. Et du coup, ce que ça crée, c'est ça crée un peu chez les gens qui suivent ces artistes-là, un peu toujours une tendance à toujours vouloir chercher où est la supercherie. Un petit peu, on va démasquer les personnes qui se présentent d'une certaine manière. Donc il y a un peu cette tension entre les artistes et leurs fans, entre guillemets, qui sont aussi leurs détracteurs, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont... les artistes vont se présenter comme des artistes, et puis derrière, le public va dire « Oui, bon, on aime bien ce que tu fais, mais bon... » En vrai, on sait très bien c'est quoi la réalité sociale que tu masques derrière, en fait, ton apparence de prestige. Et donc, c'est un peu cette particularité à ce milieu-là. Après, je pense que dans d'autres milieux, ça peut être similaire, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez marqué dans cette scène-là, en tout cas. D'accord. Et selon toi, quel rapport à cette communauté, finalement, donc ce que je viens d'expliquer, par rapport à la société française, dans le fait que justement, en dehors de ce milieu-là, limite, ils sont des personnes lambda. Comment est-ce qu'ils le vivent, en fait? Quel est leur rapport avec la société, le reste de la société, finalement? Et aussi, quel est le rapport avec la société africaine aussi? Parce que c'est quand même un milieu où il y a pratiquement que des Africains. Et donc, j'aimerais bien comprendre le rapport qu'ils ont avec la société française à sa totalité, mais également la société africaine. Est-ce que tu pourrais faire un rapport entre les deux? Alors moi, je suis très prudente avec la notion de communauté. D'accord. Pourquoi? Parce que je considère qu'en fait, il n'y a pas une communauté au singulier, mais il y a plusieurs communautés noires en France. Il y a une multiplicité de communautés noires en France, des communautés ethniques, là j'entends, c'est-à-dire de gens qui ont telle ou telle origine et qui vont partager certaines choses du fait de leur origine. Après, dans la scène afro, la scène artistique afro, ce qu'on retrouve, c'est des gens qui sont finalement parfois d'origines diverses, même s'il va y avoir peut-être une prédominance de certaines ethnicités, mais il y a quand même des personnes qui viennent un peu d'origines diverses. Et
en fait, la manière dont j'aborde la question, c'est plutôt, je pense qu'en France, il n'y a pas une seule communauté noire, mais il y a certainement une condition noire. Donc, c'est un historien qui s'appelle Papendiaï qui utilise cette notion-là, qui dit voilà, il y a une condition noire en France, c'est-à-dire que c'est une situation sociale qui n'est pas celle d'une caste ou d'une communauté ou d'une classe. C'est une situation sociale de minorité. C'est-à-dire que c'est des gens ce qu'ils partagent, c'est finalement le fait qu'ils le veuillent ou non d'être considérés comme noirs. Et c'est ça qu'ils partagent. Ce qu'il entend par minorité, c'est à la fois une minorité démographique, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens considérés noirs que de gens considérés blancs en France, et à la fois une expérience sociale qui touche à la dignité, c'est-à-dire que quand on est considéré noir en France, on a souvent l'expérience de subir sa différence en fait. Et du coup, je pense que je pense que ce qui fait l'identité noire en France aujourd'hui, c'est finalement davantage l'expérience d'un racisme et d'un certain rejet dans un certain nombre de contextes, plutôt qu'une culture commune. C'est-à-dire qu'il y a une diversité de cultures noires en France. Après, dans le milieu afro, quelque part, c'est un milieu qui se réunit parce qu'il partage un certain goût pour certaines musiques, pour certaines danses, etc. Donc il y a quelque part quelque chose qui se crée, une culture commune qui se crée, mais qui se crée de l'apport de ces différentes personnes qui sont parfois d'origines diverses. Et donc je pense que la position de ces gens qui sont considérés noirs en France, est celle-là. Et par rapport à la société africaine, donc de nouveau, il y a plein de sociétés africaines. tout dépend d'où les gens viennent et tout dépend de leur parcours. Après, on peut se poser la question du rapport de la diaspora au sens large par rapport au continent africain. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé en bien cette dernière décennie, avec le développement des technologies de toutes sortes, qui ont permis quelque part de rapprocher virtuellement des populations d'ici et des populations de là-bas, et par le biais d'échanges de circulation de vidéos, des choses comme Skype, des choses comme YouTube, les réseaux sociaux. Et donc le développement à la fois de la vidéo qui permet de faire circuler, et de la photo aussi, de faire circuler des images beaucoup plus qu'avant. Et voilà, donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé au niveau de la manière dont les jeunes, par exemple, qui sont nés ici de parents africains, se positionnent par rapport au continent. Et de la même manière aussi, en Afrique, il y a aussi des choses qui ont changé, je pense, dans la manière dont ils perçoivent la diaspora. Juste un exemple rapide. On commence à inviter, par exemple, à des festivals de musique africaine, des artistes de la diaspora, et des jeunes, c'est-à-dire pas des artistes qui sont super réputés, etc., parce que ça s'est déjà fait, mais des jeunes qui débutent, des jeunes comme Bana C4, par exemple, qui ont été invités en Afrique à participer ou Jessie, par exemple. C'est quelque chose qui était moins fréquent avant. Et donc là, on voit qu'il y a des choses qui ont changé, et aussi le fait que les jeunes ici, finalement, il y a plus de relations, on va dire, entre gens du même âge, entre l'Afrique et l'Europe. Alors qu'avant, je pense qu'il y avait quelque chose, c'était plus de l'ordre, c'était intergénérationnel, c'est-à-dire que il y avait moins d'échanges horizontaux, entre guillemets, quoi. Et donc je pense qu'il y a des choses qui ont changé à ce niveau-là. Alors, est-ce que tu penses que le fait de ne pas être noir, ça a été un frein dans la conduite de ton étude? Pas vraiment. Pas vraiment, Okay. pas vraiment, parce que, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, étudier une réalité sociale, on ne peut pas étudier une réalité sociale sans en faire partie. Ouais. Donc la réalité sociale que j'ai étudiée, j'en fais aussi partie. Oui.
et je m'inclus moi-même dans la réalité que j'étudie. Et la réalité du coup que j'ai étudiée va être différente du fait de qui je suis que si ça avait été quelqu'un d'autre qui l'aurait étudié. Donc je pense que j'ai eu accès à certaines choses du fait de qui je suis, auxquelles j'aurais pas eu accès étant noire ou autre chose. Moi je dis toujours que j'ai fait une ethnographie du familier. Dans le sens que j'ai pas la sensation d'avoir fait une étude des autres et ni des miens. C'est-à-dire, je ne veux pas dire que c'est les miens ni les autres. Étant donné que bon, on vit dans un pays et dans une région où quelque part il y a quand même beaucoup de relations entre personnes. On n'est pas comme aux États-Unis, on va dire, plus cantonné à des communautés réellement. Quelque part, le fait d'avoir fréquenté depuis très longtemps certains types de milieux, je me sens familière en fait avec voilà, le monde afro, la scène afro que j'ai étudiée. Après, je pense que voilà, j'avais une place particulière. Je sais que bon, à un moment donné, j'ai dansé. À une époque très lointaine. Et je pense que là, par exemple, le fait d'avoir été blanche, en fin de compte, était plutôt quelque chose où, c'est-à-dire, bon, ça met une pression en plus, mais en même temps, voilà, les gens aiment bien avoir dans des groupes de danse une métisse, une blanche, une asiate, voilà, parce que ça rajoute quelque chose en plus. Voilà, donc après, il faut que le talent suive derrière. Non, mais disons que moi, j'ai jamais ressenti de gêne ou de malaise du fait d'être dans un milieu où globalement, physiquement, j'étais en minorité, quoi. Ça m'a jamais posé problème. Peut-être par habitude aussi de fréquenter certains milieux, mais ça m'a jamais posé problème. Et voilà. Donc, je pense que j'ai fait une étude qui me ressemble, tout simplement parce que voilà, c'est moi et quelqu'un d'autre va peut-être trouver autre chose. Je sais que d'autres personnes, par exemple, moi personnellement je ne parle pas lingala, si j'avais parlé lingala par exemple, j'aurais eu accès à certaines choses auxquelles aujourd'hui je n'ai pas eu accès. Mais c'est comme ça, enfin, ça en fait partie, quoi. D'accord. Voilà. Donc, avec toutes les études que tu as faites, le sentiment que tu as expérimenté, l'expérience auquel tu as eu accès, quelle image tu as du monde afro en France, finalement? Donc, j'ai réfléchi à comment j'allais répondre à cette question, parce que je pense que bah, ça dépend, parce que ta question, en fait, elle a plusieurs dimensions. Bah, d'un côté, j'ai envie de dire que bon, moi, c'est un monde pour lequel j'ai déjà de l'affection, déjà depuis longtemps. Donc, forcément, je suis agréablement épatée tous les jours quand je vois des nouvelles créations, voilà, des nouvelles pratiques, des nouvelles danses. Enfin, voilà, moi, ça, c'est quelque chose qui me stimule, que j'aime beaucoup. Voilà, je ne sais pas si c'est un peu comme ça que tu avais vu la question. Je pense que l'autre manière de répondre à la question, c'est que je pense que j'aimerais bien, j'espère qu'il y ait plus de visibilité et d'opportunités réellement de vivre de son art pour les artistes. Mais aussi pour ce monde-là de manière générale, tout simplement que quelque part il ait une place, que ça soit pas juste une niche, voilà, qu'il faut où on connaît parce qu'on connaît, quoi. Parce qu'il me semble que voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, c'est très riche, c'est intéressant, c'est de la musique populaire, c'est de la danse populaire, dans le sens que voilà, c'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école, c'est pas quelque chose, c'est pas des danses académiques, quoi, c'est pas des choses, voilà, c'est quelque chose qui vient d'en bas, on va dire, mais voilà, il y a pas de raison que la créativité, l'innovation ne soient pas mis en avant, et je pense que j'espère
qu'il va y avoir plus de visibilité et du coup, par là, plus d'opportunités aussi pour que ce milieu se développe vraiment dans le sens d'une professionnalisation des artistes et de réelles opportunités de gagner sa vie. D'accord. Bon, bah, pour finir, quels sont tes projets à venir? Donc mes projets à venir, donc j'en ai plusieurs. Bon, tout d'abord, publier ma thèse. Donc voilà, une fois que la thèse sera bouclée, bon, après ça va prendre un certain temps, mais bon, ça serait de la publier. Je pense que c'est essentiel, étant donné qu'il n'y a rien qui a été écrit sur ce milieu-là en France. Oui. Ensuite, je suis sur un projet de documentaire avec mon frère qui est réalisateur. Et je voulais voilà, un documentaire sur ce monde-là, oui, qui suivrait un petit peu voilà, l'idée de ma thèse, quoi, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on devient quelqu'un dans ce milieu-là. Voilà. Après, au niveau de la recherche, je vais bientôt, donc une fois que ma thèse sera terminée, ouvrir d'autres projets de recherche. J'avais envie d'aller au Congo, et travailler peut-être sur quelque chose qui... sur les relations entre les jeunes ici et les jeunes là-bas, par exemple. Après ça, c'est pas encore très défini parce que ça dépend toujours des financements, etc. Mais sinon, un autre de mes projets, c'est plus de travailler sur les vidéos de danse en tant qu'objet. La vidéo comme objet. Voilà, donc c'est un peu conceptuel pour l'instant. Mais donc là, de ne pas forcément me limiter à la danse afro parce que bon, je suis aussi en contact, on va dire, avec des danseurs hip-hop. Voilà, et des danseurs aussi de Kizomba. Et donc je m'intéresse à voilà, l'évolution de la vidéo en fait depuis très 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 longtemps, depuis les années 90, on va dire. Voilà. Oui, mais bon, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis. Ok. Voilà. Bon ben cette interview s'achève. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce que tu fais. Ça me fait plaisir. On va te laisser le dernier mot de la fin, dire ce que tu souhaites dire. Alors, je vous remercie de m'avoir accueilli. Ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir partager ce que je fais. Voilà.